Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce lundi entre l'envoyé spécial des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, et plusieurs représentants des organisations de défense des droits humains. La question de l'installation d'un président provisoire était au centre des discussions, selon l'un des participants à cette réunion, Maître Gédéon Jean. Le mandat d'amener décerné par le parquet de Port-au-Prince à l'encontre de la juge Wendell Koch est illégal selon ses avocats qui estiment que la magistrate est l'objet de persécutions politiques. Plus de 3500 personnes ont déjà reçu une dose de vaccin Moderna, informent les autorités sanitaires haïtiennes. Le programme de vaccination devra s'intensifier, notamment dans les villes de province. L'envoyé spécial des États-Unis en Haïti, Daniel Foote, a rencontré plusieurs représentants des organisations de défense des droits humains ce lundi. Le responsable du Centre de recherche en droits humains, Maître Gédéon Jean, a pris part à cette réunion durant laquelle il dit avoir plaidé pour une présidence provisoire et un accord politique face à l'imbroglio juridique dans lequel se trouve le pays et à la vacance totale des trois pouvoirs. Les avocats de la juge Wendell Koch dénoncent le caractère illégal du mandat d'amener émis par le parquet de Port-au-Prince à son encontre. En conférence de presse ce mardi, les défenseurs de l'ancienne juge à la Cour de cassation ont évoqué l'absence de flagrance comme principale faiblesse de cette décision. Ils assimilent la décision du chef du parquet à de la persécution politique. Depuis dimanche soir, ils ont lagué sur les réseaux sociaux, ils ont tweet, côté ils ont fait comprendre que FBI révélé dans l'enquête que le menait, le juge Wendell Koch participer dans la mort ou bien dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Première question que je me pose, depuis que le FBI fait enquête, c'est l'autre monde qui compte mettre les résultats dehors pour lui. Et maintenant, comme son machination politique, effectivement, hier matin à 10h, pendant qu'on est entré dans la Cour des comptes, la police débarquait vraiment dans le domicile juge Wendell Koch, il a fait perquisition, et immédiatement après, il a la guerre à vie de recherche sur les réseaux sociaux. Côté me donné à chercher le premièrement pour vol à main armée, deuxièmement pour assassinat, et on même dit, c'est un monde qui est armé, qui est dangereux en pile. Ils ont quitté dans la vie de recherche là 3 numéros, n'importe qui monde qui joue lui, pour dégager, mener la police. Nous pensons que, m'a posé peut-être une question, est-ce qu'on a traité un juge dans le coup de cassation, un pays, tant qu'on voyou, puis a traité des gens qui fait vol à main, que des gens qui ont assassinat, sans que pas aucune preuve, aucun indice réel. Et ça qui est plus grave là, commissaire gouvernement prend code pénal dans le chita sous tête li. Il fait code pénal là par les gens vle. Mandat tête chargé ça. Nous pourrons relayer commissaire gouvernement devant instance concernée pour venir avec procès verbal qui te dressé. Les autres qui aiment magistrat Wendell Koch t'a voler ça dit le voler. Faut venir avec procès verbal là. Voilà pourquoi nous pourrons faire action devant instance compétente pour que mandat ça li annulé et non seulement annuler mandat, n'a fait action en réparation civile, parce qu'il faut que le son commence à tracer ici. Les nègres gagnent job, ils ne pas connaître que ils ont poursuivre après. Bien, nous gagnons le son que nous comptons à partir de ça qui passe là. Les derniers événements survenus en Haïti ont un impact négatif sur la santé mentale de la population, selon le psychologue Auristel Hippolyte. Il estime que l'État devrait procéder à une prise en charge psychosociale de la population qui a vécu des drames et notamment l'assassinat du président Jovenel Moïse, ce qui a provoqué un choc émotionnel chez les Haïtiens. De manière restreinte, un monde qui assistait à une scène comme ça, parce que pas oublier que scène ça, l'exercer ça nous relève une cruauté mentale. C'est de la cruauté mentale sur le monde qui vit là. Même le pas de témoin. Dès qu'on apprend si c'est papa ou si c'est frère ou si c'est soeur, si c'est maman,
Même là, c'est son l'autre monde qui a un impact sur quand même, il touche. Ok, il est capable de toucher de façon passagère. Mais pour la famille immédiate, les traumatiser parce que l'élément, ça passe là, l'acte en lui-même, l'assassinat, ou bien tout ce qu'il y avait, la scène même, la torture, etc., est tellement violent que les rentrer dans le cerveau non, ils font désordre, ils dérégler le cerveau non, parce que c'est ça nous les traumatismes non, parce que c'est un élément intrusif, il rentre dans le cerveau et par sa violence, il va modifier façon côté qu'on voit le monde là, façon côté qu'on pensait, parce que pas oublier que les affects sont liés aux pensées, parce que c'est pensées qui affectent. Et c'est parce que pensées affectées qu'on y a le aller influencer le comportement. Qui fait qu'on peut assister à un changement de comportement, nous avons parlé de troubles de comportement, etc. Mais c'est élément intrusif, ça, c'est élément choquant, stressant, traumatisant, ça, qui fait un impact tel sur le cerveau de la personne, ok, c'est sur le plan psychique. Donc, il est tellement frappé au fond, il est tellement demandé, oh mon Dieu, est-ce que c'est non rêve moyen, qui ça m'a vivre là? Donc, il vient déranger, ou vient trouver un sentiment d'impuissance, ou pas faire personne confiance encore, ou pas sentir en sécurité en qu'un côtoyer. Et il y a ce qu'on a, américain parlé de syndrome de flashback, mais nous parlons de reviviscence. En termes français, on va revivre là, oui, des souvenirs, hein, des souvenirs qui viennent de façon répétitive, on va revivre, et ça trouble tellement qu'on va demander est-ce qu'on va vivre. Comment nous concevons bagaille là? Chaque fois qu'un crime qui cause ou bien qui commet par un criminel, qui engendre ça nous relève une criminalité, eh bien, il doit provoquer ça nous relève une réaction sociale. Et la réaction sociale, gagner un appareil qui lui-même prend le charger de ça, qui c'est la justice. Et là, la justice lui agit, lui fait justice à moun qui était lui-même victime, non? Nous pourrons parler de reconnaissance, parce que tout le monde qui est victime, premier bagage que le besoin que vous reconnaissez lui en tant que tel, que les victimes vraiment. Et la deuxième chose, c'est la réparation. Mais la réparation, elle est symbolique. Il y a des gens qui tuent un monde pour vous demander 360 millions de dollars, 250 milliards. Ça ne peut pas faire rien parce que c'est pécuniaire. Mais non, ça qui prend le soulager, c'est sanctions qui baillent là. Il sentit qu'au moins la société lui a rendu justice. Donc, c'est comme ça que réaction sociale là, lui-même, lui prend corps. Comme nous l'avons dit en titre, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit. Plus de 3500 personnes ont déjà reçu une dose de vaccin Moderna, informent les autorités sanitaires haïtiennes. Il s'agit de statistiques concernant la première semaine du programme de vaccination contre la pandémie de coronavirus, réalisé uniquement dans les communes de Tabar et de Delma. Le directeur général du ministère de la Santé, le docteur Lauré Adrien, a précisé que les vaccins sont administrés gratuitement à l'hôpital La Paix, l'hôpital Guesquio de Tabar et petits frères et sœurs de Tabar. Au début de cette semaine, le programme de vaccination devra s'intensifier et notamment dans les villes de province. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Les opérations de vaccination contre le coronavirus se poursuivent. À l'hôpital La Paix, ils sont nombreux à faire le déplacement pour recevoir leur première dose, selon un responsable qui a désiré conserver l'anonymat. L'affluence n'est pas la même tous les jours, certes, mais il y en a où les volontaires sont nombreux, explique-t-il. Si lors du lancement de la vaccination, il n'était qu'une vingtaine, désormais la demande est beaucoup plus importante. Des adultes et même des jeunes sont remarqués sur place et attendent d'être vaccinés. Des citoyens étrangers ont même fait le déplacement, poursuit notre source. L'ambiance est sereine. Au milieu des va-et-vient incessants, il n'est pas facile de faire la différence entre les professionnels de la santé, les patients en quête de soins et les candidats à la vaccination. Tout se déroule sous l'œil observateur d'agents mis en place par l'hôpital pour faciliter le processus. Difficile pour les journalistes d'observer. La presse n'est pas invitée, sauf pour recevoir une dose de vaccin.
Nul n'est autorisé à évoquer la campagne de vaccination en cours, explique une responsable de ce centre hospitalier sans animosité. Elle nous oriente vers le service de communication du ministère de la Santé publique pour plus d'informations. Déjà 3 semaines depuis que la campagne de vaccination est lancée à l'hôpital La Paix et selon une source sûre de ce centre hospitalier, plus de 2000 citoyens haïtiens et étrangers ont déjà reçu leur dose. Toutefois, un autre aspect attire l'attention, c'est la confidentialité. Les patients ne veulent pas que leurs identités soient révélées au grand public. Est-ce la peur qui est à l'origine ou l'efficacité du vaccin qui est remise en question ? De toute évidence, la vaccination se poursuit dans un contexte où de nombreux professionnels de la santé continuent d'être rebelles à l'idée de se faire vacciner. Claude Désian et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale a effectué ce mardi une visite d'inspection dans un centre spécial prédisposé pour les 24 candidats à besoins spéciaux qui passent les épreuves du nouveau secondaire. Marie-Lucie Joseph voulait s'enquérir des conditions dans lesquelles ces handicapés subissent les examens officiels du baccalauréat, notamment en cette période de crise sanitaire. Ces consignes-là, nous tenons à les regarder, surtout à cause de la pandémie Covid-19. Je profite de ce moment pour remercier la Banque caribéenne de développement qui a apporté un appui au ministère de l'Éducation nationale en distribuant avec la collaboration du directeur de l'enseignement secondaire des kits sanitaires à 2 départements, à savoir l'Ouest et le Centre. Nous choisissons ça pour nous faire visite là, parce que c'est là qu'il y a des petits gens à déficience. C'est pour nous rappeler la société que les gens ont une place surtout dans la société. Parce que longtemps, il y a des gens qui ont une déficience, ou handicapé, et puis ils mettent les de côté. Mais quand nous voulons faire tout le monde comprendre que les gens sont importants tout, et c'est pour eux toute importance que vous méritez dans la société. Notre invité de ce soir est le protecteur du citoyen, M. Renan Edouville, qui vient d'envoyer une longue lettre au nouveau Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Et nous allons un petit peu essayer d'approfondir ce qui a été dit dans cette lettre. Bonsoir, Monsieur Edouville. Bonsoir, Monsieur Serge Klein. Bonsoir à toute l'équipe de Métropole. Voilà, donc, Monsieur Edouville, vous avez adressé cette lettre le 26 juillet, c'est-à-dire hier, et vous faites part au Premier ministre de toute une série de souhaits, de demandes concernant l'avenir immédiat et un peu plus lointain du pays. La première demande que vous avez faite, évidemment, concerne les auteurs intellectuels et matériels de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et vous demandez que justice soit faite dans les plus brefs délais. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons adressé une correspondance, et une correspondance que nous avons rendue publique. Bien évidemment, nous avons partagé cette correspondance avec l'équipe de Métropole, et ceci, c'est conformément à nos attributions. Dans cette correspondance, nous avons justement attiré l'attention du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, sur un ensemble de dossiers. Et des dossiers pour nous autres au niveau de l'OPC que nous estimons qui sont des dossiers très urgents. Et très urgents pour l'avenir même de la nation haïtienne, pour le renforcement de la démocratie en Haïti et aussi pour la stabilité du pays. D'abord, nous avons adressé le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, lâchement assassiné, cruellement assassiné, comme on le sait, et au nom du principe du droit à la vérité, au nom du principe du droit à la justice, nous croyons qu'il est une urgence, qu'il est une nécessité, un impératif même pour que les autorités puissent
partager toutes les informations détenues sur l'identité des commanditaires, des auteurs matériels, des auteurs intellectuels de ce crime. Et nous souhaitons vivement à ce qu'il y ait poursuite judiciaire contre ces personnes. Ça, c'est un premier point que nous avons abordé, que nous avons évoqué dans cette correspondance. Et toujours dans la même correspondance, nous avons abordé un second point qui est très important aussi pour l'avenir de la nation, pour la démocratie, pour l'exercice, si vous me permettez, des droits civils et politiques de tous les citoyens, de toutes les citoyennes vivant en Haïti, mais aussi en dehors du pays. Eh bien, c'est la question de l'adoption d'une nouvelle constitution. Comme on le sait, le processus a été déjà déclenché il y a cela plus d'une année et nous estimons qu'il est de bon ton pour qu'il y ait poursuite de ce dossier, dans le cadre de ce dossier, parce que la constitution de 1987 pose beaucoup de problèmes. Il y a une discrimination au niveau de la constitution de 1987. Les citoyens vivant en dehors du pays ne peuvent pas exercer leurs droits civils et politiques qui sont garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 21. La Constitution de 1987 encourage une certaine instabilité, ça encourage la corruption quand on veut nommer un Premier ministre. Donc, nous croyons qu'il est de bon ton pour que le Premier ministre, dans le cadre d'un dialogue inclusif, dans le cadre d'une concertation, rencontre les responsables du comité indépendant ayant travaillé sur l'adoption d'un nouveau projet de la Constitution pour que l'on puisse accélérer le dossier. Et le troisième point que nous avons évoqué justement dans cette correspondance, c'est la question des élections pour que l'on puisse remplacer, normalement renouveler le personnel politique à travers des élections libres, honnêtes, démocratiques, sans aucune forme de discrimination. Voilà les 3 points sur lesquels que nous avons travaillé et nous avons adressé cette correspondance, comme vous l'avez dit. On attend une réponse de la part du nouveau Premier ministre. D'accord. Mais Monsieur Hédouville, ces 3 points sont évidemment extrêmement importants, comme vous l'avez souligné. Mais vous savez également que ça fait des années et des années qu'il y a une recherche de dialogue entre le gouvernement et l'opposition, que ça a toujours été impossible, que toutes les tentatives ont échoué. Et puis surtout aujourd'hui, il y a quand même ce fait nouveau et extrêmement important qui est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ça signifie tout simplement que parmi tous ces chantiers que vous souhaitez voir relancés, il y a peut-être aussi des causes qui sont à l'origine de cet assassinat. Les forces qui s'opposent à la Constitution, au référendum, les forces qui maintiennent les gangs dans les rues, et tout cela sont probablement à l'origine de l'assassinat, et ces forces-là vont continuer à s'opposer. C'est bien de demander que toutes les filles et les filles du pays se mettent ensemble pour avancer, mais quand il y en a qui ne veulent pas avancer et qui sont prêts à aller jusqu'à l'assassinat d'un chef d'État pour que précisément les choses n'avancent pas, ça risque d'être très problématique. Vous ne pensez pas ? C'est tout à fait évident, mais si vous me permettez, je me réserve le droit de ne pas entrer dans ce que l'on peut appeler le ou les mobiles de ce crime. Ce qui est important, nous admettons, nous croyons fermement, ça a été un crime révoltant, ça a été un assassinat ignoble, ça a été un assassinat qui révolte la conscience collective, la conscience humaine, et c'est pourquoi, au nom du droit à la vérité, au nom du droit à la justice, nous estimons, nous croyons qu'il est du devoir des autorités de ce pays, qu'il est du devoir du Premier ministre de diligenter encore, de prendre les mesures nécessaires pour que toute la lumière soit faite autour de cette question. Bon, je crois que sur ce point-là... Intimement lié, ceci n'empêche pas qu'il y ait un dialogue au niveau de la classe politique. Ceci n'empêche pas qu'il y ait, je pourrais dire, une concertation au niveau de tous les secteurs de la vie nationale. Et par rapport justement à la question du référendum,
par rapport justement à la question de l'adoption de la nouvelle constitution, étant donné que le comité consultatif indépendant a déjà élaboré un avant-projet. Nous estimons que c'est le devoir du Premier ministre, c'est le devoir du gouvernement de réunir tous les secteurs vitaux de la vie nationale pour que l'on puisse continuer les débats dans une perspective d'arriver à un autre texte, dans une perspective d'arriver au renforcement du régime juridique en Haïti. Parce que, écoutez bien, M. Serge Klein, si par exemple on décide d'organiser des élections dans le contexte actuel, comme nous l'avons vu sous le label de la Constitution de 1987, on va avoir les mêmes scandales, on va avoir un président élu qui sera dans l'impossibilité de livrer la marchandise, on va avoir toutes les tractations pour avoir un premier ministre, on va avoir un parlement qui détient, qui va détenir tous les pouvoirs. Donc, ce sera, à proprement parler, une violation des principes prônés par Montesquieu, à savoir la séparation des pouvoirs. Donc, c'est pourquoi que nous autres, au niveau de l'OPC, nous nous accrochons d'abord à ce premier point, à savoir il faut qu'il y ait justice pour le président assassiné, mais le Premier ministre de son côté en tant que rassembleur, parce que très souvent la presse le présente comme étant un rassembleur, comme étant un homme de dialogue, donc il doit essayer de dégager, d'engager des négociations, des concertations, et bien pour que l'on puisse relancer la question de l'adoption de la nouvelle constitution en vue d'arriver à des élections pour renouveler le personnel politique en Haïti. Bien évidemment, sans oublier nos frères, nos sœurs vivant en dehors du pays. La diaspora, bien entendu. Bon, écoutez, là, je ne peux que redire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les ennemis, ceux qui rejettent cette constitution, sont nombreux et puissants. Pour ce qui est du référendum, je crois que même la communauté internationale avait décidé de ne pas s'en occuper, jugeant que ce n'était pas opportun. Et encore une fois, comment obliger quelqu'un à s'asseoir autour d'une table s'il n'a pas envie de discuter? Les élections, à commencer par le CEP. Le CEP actuel, beaucoup de gens le critiquent et souhaitent que le Premier ministre Henry commence par nommer un nouveau CEP qui soit vraiment un CEP de consensus. En d'autres termes, les problèmes sont immenses, vous les avez énumérés, vous avez mis le doigt sur tout ce qui fait mal, c'est vrai, mais les solutions, je crains, ne seront pas aussi faciles que cela à trouver. Alors écoutez très bien là sur cette question, il faut dire que n'en déplaise aux autres, quand on pense que, par exemple, la question de l'adoption d'une nouvelle constitution n'est pas un impératif de l'heure, eh bien, c'est faire une mauvaise lecture de la situation sociopolitique en Haïti. Non, pardon, je m'excuse de vous interrompre. Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut une nouvelle constitution. Ce que les adversaires de ce projet critiquent, c'est pas du tout le fait de vouloir changer de constitution. Je crois qu'il y a consensus sur ce point-là. Mais ils rejettent cet avant-projet de constitution en disant que ça n'avait pas été fait dans les normes et ça ne va pas dans la bonne direction. C'est ça le point d'achoppement. C'est pourquoi que nous souhaitons qu'il y ait poursuite de dialogue. D'accord. Rien n'est coulé au béton. Nous pensons qu'il faut engager des discussions avec les secteurs clés de la vie nationale, les secteurs socio-professionnels, avec les avocats, avec les juristes, avec les membres de la presse, continuer aussi les discussions avec nos amis, nos frères de la diaspora, parce que rien n'est coulé au béton pour que l'on puisse avoir un document final qui retient en quelque sorte les désidérata de la population, parce que les désidérata de la population en termes de constitution, en termes de régime politique, M. Klein, on a besoin d'une constitution qui prend en compte l'équilibre au niveau des pouvoirs. On a besoin d'une nouvelle constitution qui va faciliter, je pourrais dire, et l'élimination de cette forme de corruption en décidant de nommer un Premier ministre. On a besoin d'une nouvelle constitution qui prend en compte les droits civils, les droits politiques de tous et de toutes, y compris nos frères, nos sœurs de la diaspora. On a besoin d'une constitution qui doit bannir, je pourrais dire,
cette forme de discrimination existant entre les gens de la ville, les citadins et les gens de la province. On a besoin d'une constitution qui doit bannir cette affaire de république de Port-au-Prince. Et aujourd'hui, cette constitution de 1987, bien qu'elle ait des provisions par rapport à des principes juridiques, mais après plus de 30 ans, eh bien, nous pensons que le peuple haïtien, la société haïtienne, Haïti a besoin de renforcer son régime politique et tout ceci doit se faire sur une base de concertation au niveau de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Et c'est pourquoi que nous avons décidé d'attirer l'attention des plus hautes autorités de l'État, notamment le Premier ministre qui est censé le numéro 1 de l'État pour le moment, pour voir dans quelle mesure il pourrait quand même reprendre les différents chantiers du chef de l'État dans une perspective de renforcer la stabilité politique, de renforcer la bonne gouvernance, de renforcer les institutions et de faciliter l'exercice et la justice des droits humains à tous les niveaux. Et surtout, ramener la sécurité, car je crois que ces problèmes d'insécurité sont ceux que le public en général et la population en général souhaitent surtout revoir, qu'ils puissent circuler librement, rentrer chez eux librement et éviter... C'est absolument fondamental. Dans la sécurité, il ne peut pas y avoir de jouissance ou de l'exercice des autres droits humains. C'est une évidence. Monsieur Hédouville, juste pour terminer, je voudrais revenir au début de notre discussion, de notre conversation. Je vous ai présenté comme le protecteur du citoyen, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes à la tête de l'Office de protection du citoyen. En quelques mots, juste pour l'édification de notre public, quel est le rôle constitutionnel de l'Office de protection du citoyen? L'OPC, c'est une institution étatique reconnue par la Constitution de 1987. Nous avons un statut indépendant. Nous ne sommes pas du gouvernement, nous ne sommes pas de la société civile, nous ne faisons pas partie aussi de l'opposition. Par contre, l'OPC a pour mission de faire la promotion et d'assurer la protection des droits de tous les citoyens sans distinction aucune. Alors, quand nous disons de tous les droits de toutes les catégories, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, le droit lié à l'environnement, le droit lié à la solidarité, le droit lié à la paix, les droits liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'OPC a deux missions, nous travaillons sur deux axes. Nous sommes l'œil de l'État, c'est-à-dire nous avons pour devoir de faire des recommandations aux autorités pour éviter des cas de violation des droits humains, c'est ce que je pourrais appeler une intervention en amont. Et aussi, nous sommes aussi le porte-parole de la population en matière de revendication de justice, en matière de revendications liées aux droits humains. Et c'est pourquoi que très souvent, nous prenons des prises de position pour attirer l'attention des autorités de ce pays sur les mauvaises conditions, donc la mauvaise situation en matière des droits humains. Même si on doit reconnaître que très souvent, les recommandations faites par le PC ne sont pas toujours prises en compte par les autorités de ce pays. Bon, ça, je crois que c'est le cas dans tous les pays européens en particulier, où il existe un office de protection du citoyen, le fameux ombudsman. Malheureusement, même si leur rôle est fondamental, comme vous venez de le dire, ils ne sont pas toujours suivis des faits. Mais écoutez, monsieur Renan Hédouville, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps pour commenter cette lettre ouverte que vous avez envoyée au Premier ministre Ariel Henry avec toutes sortes de recommandations qui vont dans l'intérêt du citoyen. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.